À Ouagadougou, une tentative de décapitation échoue avant l'aube, et la ferveur populaire impose le silence sans riposte militaire. À Simonstown, des bâtiments chinois, russes et iraniens tracent une autre ligne de fracture, opposant 125 000 dollars à plus de 350 000 tonnes d'acier déployées en mer. Que doit comprendre le public lorsque Ibrahim Traoré relie ces deux scènes et affirme que la souveraineté quitte la terre pour devenir logistique? En 2026, ce n'est pas un spectacle, c'est un basculement d'ordre. Ce récit ne parle pas seulement de navires, de foules ou de discours, il décrit un déplacement du pouvoir. Lorsqu'un ordre mondial se fissure, il ne disparaît pas immédiatement. Il se réorganise, change d'axe, puis révèle ses nouvelles lignes de force. En janvier 2026, où cette translation devient lisible à la fois sur le continent africain et sur l'océan Atlantique. Pour le spectateur, l'enjeu est concret. Comprendre que celui qui sécurise les routes contrôle la respiration économique. Ce principe dépasse la stratégie militaire. Il touche au prix, aux contrats, aux sanctions et à la capacité d'un État à agir sans autorisation extérieure. La mer cesse alors d'être un décor pour devenir une infrastructure politique. Ce qui est proposé ici n'est pas un récit héroïque, mais une grille de lecture. Comment un complot avorté, une mobilisation populaire et des manœuvres navales composent un même message de souveraineté. Et pourquoi Ibrahim Traoré cherche à transformer une émotion collective en architecture durable. Deux événements, deux théâtres, un même fil conducteur en quelques heures, l'ordre attendu a vacillé sans bruit, puis s'est recomposé sous une forme nouvelle. Selon le récit, une tentative d'attaque visant la résidence présidentielle et un site de drone devait provoquer une panique décisive. Pourtant, le plan échoue et la scène se retourne. La réponse n'est pas d'abord militaire, elle est populaire, immédiate, compacte. Dans les rues, des femmes brandissent des drapeaux faits de tissus usés. Des jeunes frappent des bidons comme des tambours. Les slogans se mêlent à la poussière et Ibrahim Traoré apparaît au balcon sans discours, sans escorte, avec un geste minimal qui suffit à imposer le silence. La source décrit un basculement rare, un complot déjoué, non par la force brute, mais par la ferveur. Et un chiffre surgit comme un contraste brutal, presque dérisoire, 125 000 dollars évoqués comme financement étranger face à la loyauté d'un peuple présenté comme inachetable. Ce qui rend la séquence plus lourde encore, c'est sa synchronisation avec une autre scène, maritime cette fois. Pendant que Ouagadougou se soulève, Simonstown devient un port symbole où des coques grises chinoises et russes s'inscrivent dans une chorégraphie géopolitique. Les manœuvres Will for Peace 2026 transforment la mer du Sud en théâtre de souveraineté où chaque navire n'incarne pas seulement une capacité mais une idée, celle d'un monde libéré du monopole occidental sur les routes et les règles. À cet instant, Ibrahim Traoré est présenté comme le point de jonction narratif. Il ne voit pas une parade navale, mais la matérialisation d'un pont. L'Atlantique cesse d'être une barrière, s'il devient un couloir disputé. Et la question qui s'ouvre est simple mais tranchante. Si la terre et la mer s'alignent, quel prix l'ancien ordre est-il prêt à payer pour tenir ? À ce stade, le récit ne traite plus seulement d'un événement. Il suit une trajectoire humaine, celle d'un dirigeant décrit comme jeune, mais déjà chargé d'une fonction symbolique. Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme un stratège enfermé dans des cartes abstraites. Il est montré en train de regarder des images, de mesurer des signaux, d'interpréter des gestes. Et dans cette lecture, Simonstown n'est pas un port lointain, c'est un prolongement de la résistance sahélienne, un miroir où se reflète une idée plus vaste. Autour de lui, des conseillers évoquent des risques immédiats, sanctions, isolement, représailles économiques. La source insiste sur une tension classique, mais rarement formulée avec autant de netteté. Un pays peut être courageux sur terre et rester prisonnier s'il ne protège pas ses routes commerciales. Ce déplacement du regard est l'un des impacts précoces. Il transforme la souveraineté en question de continuité, pas seulement de discours. Puis viennent les premières ondes. Le texte suggère que l'idée, née à Ouagadougou, commence à circuler vers d'autres capitales africaines, comme une rumeur stratégique. Le vocabulaire change,
La mer n'est plus un territoire étranger, elle devient un espace de libération, une extension de la dignité. Même l'échelle se modifie. Ce qui semblait régional s'étire vers des observateurs du Moyen-Orient, des experts latino-américains et des chancelleries européennes décrites comme inquiètes. Le microsignal, le plus révélateur, est peut-être celui-ci. La mer devient le nouveau désert à conquérir. Ce n'est pas une image décorative, c'est un basculement d'orientation. Et dans cette transition, Ibrahim Traoré apparaît comme le personnage guide d'un récit qui cherche déjà son futur. Convertir une émotion collective en méthode et une méthode en réseau. Tout commence dans un temps comprimé, presque irréel. À la veille du 3 janvier 2026, une rumeur d'attentat circule déjà dans certains cercles militaires, mais l'ordre de mission attendu ne vient pas. Puis, quelques heures plus tard, la source décrit une opération qui devait frapper vite, haut et au centre. Des agents infiltrés tentent d'activer des explosifs autour de la résidence présidentielle et d'un site de drone. L'objectif implicite est clair. Décapiter le commandement, à semer la panique, ouvrir un couloir à une intervention étrangère. L'activation ici n'est pas une bataille ouverte, c'est une tentative de coupure, une frappe qui cherche à débrancher l'État. Mais le scénario se brise. Non pas par une riposte spectaculaire, mais par une fuite d'informations. Le détail change tout. La nouvelle circule avant les armes. Et au lieu de produire la peur, elle déclenche une réaction collective qui, dans le récit, ressemble à un réflexe de survie. Les rues se remplissent avant même que l'armée ne se déploie. Des femmes brandissent des drapeaux faits de tissus usés, des jeunes transforment des bidons en tambours. La foule ne se contente pas d'occuper l'espace, elle le verrouille. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré apparaît au balcon sans discours, sans escorte, avec un geste minimal, et le silence s'installe. Le texte insiste sur l'étrangeté de la scène. Un coup d'État qui s'effondre en quelques secondes, non par la force, mais par la ferveur. Le climax, pourtant, ne se limite pas à l'échec du complot. Il se densifie avec un chiffre qui devient symbole. Les renseignements parlent d'un financement étranger de 125 000 $, une somme décrite comme dérisoire face à la loyauté d'un peuple. Et c'est précisément cette disproportion qui frappe. Un prix minuscule à l'échelle des budgets d'espionnage, mais suffisamment réel pour servir de preuve narrative. Dans les chancelleries occidentales, la source évoque un discours de risque d'instabilité. Dans les rudes du Sahel, elle évoque une renaissance. La fracture n'est pas seulement politique, elle est interprétative. Deux mondes lisent la même scène avec des lunettes opposées. C'est alors que le récit ouvre son deuxième front. Presque au même moment, des navires du BRICS+, entrent dans le port de Simonstown. Deux événements séparés par des milliers de kilomètres, mais reliés par une impulsion commune, reprendre possession du destin. Pour Ibrahim Traoré, cette synchronie n'a rien d'un hasard. Elle marque l'unité de la terre et de la mer contre une domination décrite comme ancienne. La mer cesse d'être un simple espace de circulation. Elle devient une frontière invisible, donc un lieu de conflit logistique. Les discours officiels parlent encore de coopération et de paix. Pourtant, derrière les drapeaux, la source décrit une fracture qui s'élargit. Les exercices Will for Peace 2026 ne sont pas seulement un symbole militaire. Ils révèlent une mutation. Le contrôle des routes maritimes devient le champ de bataille de la souveraineté. Pendant des décennies, les puissances occidentales auraient dominé les mers comme on garde une frontière. Tarifs imposés, tankers saisis, sanctions décidées à Washington. Une chaîne économique centrée sur le Nord. Les répliques se déploient ensuite en cascade. La Chine déploie sa flotte. La Russie réactive des liens stratégiques. Des pays du Sud répondent à l'appel, convaincus que la survie économique dépend de la liberté des mers. Dans cette dynamique, la voix d'Ibrahim Traoré résonne comme un écho sahélien. Ne plus demander la permission d'exister. Et le récit bascule. Le front n'est plus seulement terrestre, il devient maritime, invisible, logistique. À ce stade, la source change de texture. Le récit quitte la seule intensité des scènes pour s'appuyer sur des chiffres, comme si la souveraineté devait désormais se prouver par des métriques. La première mesure évoquée est une masse,
Selon des données compilées par l'Institut maritime africain, le tonnage combiné des flottes du BRICS+, engagées dans les manœuvres de 2026, dépasserait 350 000 tonnes. Le texte insiste sur l'écart. Ce volume serait près du double des exercices conjoints organisés par l'OTAN en Atlantique Sud 5 ans plus tôt. L'idée n'est pas seulement de montrer une présence. Il s'agit de signaler une densité stratégique nouvelle, visible, mesurable, difficile à minimiser. La deuxième mesure n'est plus une masse mais une proportion. C'est que le rapport SIBalance 2026 souligne que la part de navires non occidentaux traversant les couloirs atlantiques aurait augmenté de 47% en un an. Dit autrement, le monopole maritime du Nord n'est plus décrit comme une intuition politique, mais comme un souvenir statistique. Cette hausse dans la narration ne signifie pas seulement plus de navires, elle signifie plus d'autonomie. Car plus la circulation change de main, plus la capacité de pression change de camp. C'est ici que le récit introduit la logique de bascule. L'ordre ancien n'est pas renversé par un discours, mais par une accumulation de passages, de routes, de routines qui finissent par dessiner un autre monde. La troisième mesure est une cadence opérationnelle. Entre le 1er et le 10 janvier, 26 opérations conjointes auraient été répertoriées entre navires chinois, russes, en fait sud-africains et iraniens. La source précise la variété. De simples exercices de défense aérienne jusqu'à des simulations de protection de convois énergétiques. Le chiffre sert ici à prouver la coordination. Une manœuvre isolée peut être un symbole. Une série de 26 actions devient une chaîne, et une chaîne devient une architecture logistique et militaire tissée en dehors des structures occidentales. C'est dans ce contexte que la parole d'Ibrahim Traoré est utilisée comme pivot. Une souveraineté sans mer, c'est une indépendance en apnée. Le texte donne à cette phrase une fonction précise. Elle relie des données froides à une respiration économique. Les pourcentages et les tonnages ne sont pas seulement des indicateurs de puissance, ils deviennent des preuves vivantes d'une volonté collective. Car derrière eux se trouvent des routes qui s'ouvrent, des échanges qui s'affranchissent, et des économies qui cherchent à respirer sans permission. Enfin, la source ajoute un dernier indicateur, monétaire cette fois. Dans les couloirs du FMI, l'inquiétude grandirait, car la part des transactions sud-sud en devises locales aurait bondi de 28% depuis le lancement des initiatives maritimes du BRICS. L'Occident y verrait un risque de fragmentation. Traoré y verrait une réparation historique. Ainsi, les chiffres deviennent des armes symboliques. Et le message se durcit. Pour la première fois depuis un siècle, la force ne se mesure plus seulement en missiles, mais en corridors commerciaux protégés. À ce point du récit, une objection surgit, et elle mérite d'être formulée avec sérieux. Certains observateurs occidentaux, selon la source, tentent de nuancer la montée en puissance du BRICS+ sur les mers. Ils soutiennent que cette démonstration serait peut-être éphémère, une illusion de symétrie face à la supériorité technologique et au volume de projection de l'OTAN. Leur argument principal repose sur une comparaison brute. La flotte américaine aligne encore davantage de bâtiments actifs, tandis que les exercices du Sud n'en compteraient qu'une trentaine. Autrement dit, le signal serait impressionnant, mais insuffisant pour parler de bascule durable. Une deuxième objection complète la première. Même si le Sud renforce sa présence maritime, il resterait dépendant des technologies du Nord. Sans composants, sans maintenance, sans réseau de communication robuste, rien ne tiendrait. Dans cette lecture, l'autonomie annoncée ne serait qu'un récit, vulnérable au moindre verrouillage industriel ou financier. L'idée de souveraineté serait donc fragile parce qu'elle reposerait encore sur des chaînes d'approvisionnement que l'ancien ordre pourrait couper. La réponse que propose la source ne cherche pas la confrontation verbale. Elle change de critère. Ce que défend Ibrahim Traoré n'est pas la parité militaire, mais une rupture philosophique. L'Occident mesurerait la puissance en tonnes et en dollars, tandis que le Sud commencerait à la mesurer en cohésion et en détermination. La force ne serait plus seulement une capacité, mais une continuité de volonté. Puis, le texte apporte un contrepoint chiffré destiné à contredire l'idée de dépendance totale.
La Chine fournirait aujourd'hui 60% des composants électroniques utilisés dans les drones sahéliens. Et l'Inde participerait déjà à la maintenance des systèmes de communication du réseau BRIC Maritime Link. L'image est claire, la dépendance ne disparaît pas, mais elle s'inverse lentement, comme un sablier dont les grains changent de camp. Enfin, la source conclut par une logique d'actes. Des corridors logistiques se mettent en place, des ports s'ouvrent, des accords bilatéraux se signent. Chaque action remplace un débat, chaque partenariat devient un contre-argument. Et c'est ainsi que la doctrine d'Ibrahim Traoré est décrite. Une souveraineté prouvée par la continuité plus que proclamée par la rhétorique. Au milieu des manœuvres, le récit introduit une rupture inattendue. Un document confidentiel fuiterait depuis Copenhague, un mémo doctrinal évoquant la nécessité stratégique d'acquérir le Groenland avant la fin de 2026. L'effet est décrit comme immédiat, presque électrique. Alors que le Sud forge son unité maritime, le Nord révélerait une convoitise glacée, comme si la compétition ne se jouait plus seulement sur les routes, mais sur les symboles mêmes de possession. Pour Ibrahim Traoré, cette coïncidence n'est pas une surprise, elle fonctionnerait comme une confirmation. Le texte associe les latitudes, des sables du Sahel aux glaces de l'Arctique. Le même esprit de prédation traverserait les espaces. Et soudain, le nœud de 2026 apparaît avec netteté. Une lutte non pas pour des territoires isolés, mais pour la définition même de la souveraineté. La phrase qui circule sur les réseaux, selon la source, condense cette bascule. La mer est notre dernier continent libre. Elle ne décrit pas seulement un horizon, elle fixe un cadre mental. Car si la mer devient le dernier espace disputé, alors protéger les corridors revient à protéger le droit d'exister sans tutelle. Après la double révélation, le récit quitte les symboles pour entrer dans les effets. Ce qui se joue n'est plus seulement une démonstration de force ou une narration de rupture. Ce sont des réorganisations concrètes, visibles dans les décisions, les coûts et les perceptions. La source décrit un monde où les routes commerciales, longtemps dictées par des centres d'assurance et de financement situés au nord, commencent à se redessiner selon d'autres gravités. Et cette reconfiguration touche 4 groupes, chacun à sa manière. Pour les États d'abord, l'impact est diplomatique. Le Burkina Faso, soutenu par ses partenaires du BRICS, consoliderait sa position, non pas comme simple acteur périphérique, mais comme point d'appui idéologique. Ibrahim Traoré serait invité à Johannesburg, puis à Téhéran, où il plaiderait pour une alliance de souveraineté connectée. Le texte insiste sur la fragilité du réseau, mais aussi sur sa nouveauté. Contourner des sanctions, obtenir un accès direct à des financements asiatiques et transformer une posture en capacité de négociation. L'État gagne ainsi une marge, mais il expose aussi sa vulnérabilité à des représailles. Pour les entreprises ensuite, l'effet est contractuel et industriel. La source évoque des sociétés minières locales qui renégocieraient leurs concessions, longtemps structurées par des contrats occidentaux. Certaines obtiendraient, pour la première fois, plus de 40% des revenus d'exploitation contre 10% auparavant. L'ouverture de corridors maritimes protégés ferait chuter les coûts de transport de 15%. Ce sont des chiffres qui, dans le récit, changent le rapport de force. Plus de revenus retenus localement, moins de dépendance logistique. Mais la même dynamique provoque des ruptures. Plusieurs multinationales se retireraient par crainte de représailles politiques ou de hausse de taxes. Le gain d'autonomie a donc un prix immédiat. Pour les citoyens, enfin, l'impact est psychologique autant qu'économique. Dans les rues de Ouagadougou, les slogans deviennent des refrains et Ibrahim Traoré est décrit comme un gardien du réel, celui qui ose traduire la dignité en logistique. Pourtant, la ferveur n'efface pas l'inquiétude. La source mentionne l'inflation, la tension sur les importations et la menace de blocus énergétique. Que l'indépendance est présentée comme une dépense, souvent payée comptant. Le sentiment de liberté s'accompagne d'une fragilité quotidienne, faite de prix qui montent et de risques qui persistent. À l'échelle régionale, enfin, l'onde dépasse les frontières. Au Sénégal, au Togo, en Namibie,
des mouvements citoyens s'organiseraient autour d'un mot d'ordre commun. L'idée que la souveraineté économique peut s'étendre jusqu'à la mer. La mer devient une scène partagée, pas seulement un espace distant, et comme un écho paradoxal, le Groenland annoncerait un moratoire sur l'exploitation de ces minerais critiques. La boucle se referme. Du Sahel à l'Arctique, deux peuples dissemblables parlent le même langage de résistance. À l'horizon d'un an, la source propose 3 trajectoires possibles, aussi contrastées que les mers qu'elle traverse. Aucune n'est présentée comme certaine. Elles fonctionnent plutôt comme des cadres de lecture, permettant de comprendre ce qui peut tenir, ce qui peut se fissurer et ce qui peut accélérer. Dans tous les cas, l'idée centrale reste la même. La souveraineté ne se déclare pas, elle se structure, et cette structuration dépend de la capacité à durer. Dans un scénario de base, les exercices navals du BRICS se poursuivent sous un format élargi, mais sans rupture frontale. L'Afrique du Sud accueillerait un nouveau sommet maritime, tandis que les corridors commerciaux sécurisés par la flotte conjointe s'étendraient jusqu'à l'océan Indien. Les tensions avec Washington persisteraient, mais resteraient contenues comme une pression constante plutôt qu'une escalade immédiate. Le Burkina Faso consoliderait son rôle de pivot idéologique, et Ibrahim Traoré deviendrait une figure régionale, non un provocateur isolé. L'ordre ancien ne disparaîtrait pas, mais il cesserait d'être exclusif. Dans un scénario optimiste, la dynamique multipolaire s'accélère. De nouveaux États rejoignent la coalition maritime, notamment l'Angola et l'Indonésie, apportant des ressources et des routes supplémentaires. L'Union africaine, jusque-là prudente, adopterait un cadre légal reconnaissant une souveraineté maritime partagée, une première dans l'histoire du continent. Cette reconnaissance institutionnelle aurait un effet d'entraînement. Les marchés du Sud gagneraient en stabilité, la confiance augmenterait et la coordination deviendrait moins dépendante des improvisations politiques. Le récit suggère alors une stabilisation par la méthode. Dans un scénario pessimiste, les vieilles puissances réagissent, des sanctions financières se multiplient, les lignes d'approvisionnement se tendent et les manœuvres du BRICS sont qualifiées de militarisation déguisée. Une campagne d'influence chercherait à présenter Ibrahim Traoré comme un agitateur isolé, afin de fragiliser la cohésion du bloc. La tentation d'un repli nationaliste réapparaîtrait et les alliances se fissureraient sous la pression des coups et des peurs. Entre ces 3 voies, la réalité flottera sans doute comme un navire pris entre 2 courants, mais la recommandation mentale est nette: si la souveraineté doit survivre, elle devra apprendre à gérer le temps, pas seulement l'instant. Derrière les chiffres, les doctrines et les scénarios, la source ramène le regard vers une matière plus simple, les visages. Car une bascule géopolitique n'existe vraiment que lorsqu'elle change la façon dont des gens ordinaires se projettent dans le monde. Ici, le texte insiste sur une idée. La souveraineté commence dans le regard avant de devenir une infrastructure. Et ce regard se transforme même chez ceux qui n'ont jamais vu l'océan. Pour un premier groupe, celui des travailleurs liés aux routes et aux ports, l'impact est immédiat dans la narration. Le récit évoque des ouvriers portuaires à Walvis Bay qui hissent des conteneurs du BRICS sous un soleil neuf. Ce n'est pas une scène héroïque, c'est une scène de continuité. Mais elle suggère une chose: quand les routes changent, le travail change, et la sensation d'appartenir au mouvement mondial change aussi. L'horizon n'est plus réservé aux puissances lointaines. Pour un deuxième groupe, celui des pêcheurs du golfe de Guinée, la bascule est plus ambivalente. Ils verraient désormais des navires étrangers passer, non pour surveiller, mais pour protéger. La protection peut rassurer, elle peut aussi inquiéter, car tout dispositif de sécurité implique une hiérarchie, une capacité de contrôle, une présence prolongée. La souveraineté, même partagée, reste une question de limite. Pour un troisième groupe, celui des familles burkinabées, l'effet est intime. Elles regardent la mer à la télévision comme on découvre un rêve devenu réel. Ibrahim Traoré, selon la source, répète que la souveraineté commence dans la vie des gens ordinaires. Apprendre sans permission, commercer sans dette, espérer sans intermédiaire. Pourtant, cette fierté était fragile. Les coupures d'électricité, la hausse des prix, et les tensions frontalières rappellent que la liberté se cultive plus qu'elle ne se déclare. Et c'est peut-être là que le spectateur est directement concerné. Si le monde change de centre, il ne change pas seulement sur les cartes,
Il change dans les attentes, dans les peurs, et dans la manière de juger ce qui mérite d'être protégé. La source affirme qu'un élan ne suffit pas. Il faut une architecture. Et l'avenir du mouvement associé à Ibrahim Traoré dépendrait moins des discours que de la capacité à structurer une méthode étape après étape avec des objectifs vérifiables. Une feuille de route pragmatique se dessine autour de 5 axes, présentés comme des leviers complémentaires. D'abord, consolider des routes maritimes sécurisées. Les manœuvres du BRICS devraient évoluer vers un mécanisme permanent de veille et de secours, t'y placer sous un mandat multilatéral africain. La mesure ici serait simple, la continuité des patrouilles, la rapidité de réponse et la réduction des incidents sur les couloirs identifiés. Ensuite, bâtir une école maritime régionale unissant les académies du Cap, de Luanda et de Dakar. Former des officiers et des ingénieurs capables de défendre mais aussi de commercer, puis développer une flotte marchande africaine. Le critère de réussite serait le nombre de promotions formées et la capacité opérationnelle maintenue. Troisièmement, institutionnaliser une charte des ressources souveraines proposée dans le récit, un texte garantissant que toute ressource extraite, terrestre ou maritime, reste majoritairement détenue par ses citoyens. L'indicateur serait la part locale dans les contrats et la transparence des concessions. Quatrièmement, ont équipé les côtes en radars et en systèmes de surveillance afin que la souveraineté ne repose pas uniquement sur des alliés, mais sur une lecture autonome du terrain. La mesure serait la couverture effective et l'interopérabilité des données. Enfin, créer un réseau de communication sud-sud pour partager signaux d'alerte, innovation et information loin des filtres médiatiques dominants. L'objectif serait la vitesse de circulation de l'information et la coordination entre partenaires. Pour Ibrahim Traoré, la souveraineté n'est pas un cri, c'est une discipline. Et cette discipline se mesure dans la durée. Quand le jour tombe sur Simonstown, la source décrit des coques d'acier qui reflètent la lumière du couchant comme des miroirs d'un monde en train de se déplacer. Sur les quais, un jeune marin burkinabé contemple les vagues et murmure une phrase simple. Nous y sommes vraiment. Ce détail presque intime fonctionne comme un rappel du début. La souveraineté n'est plus seulement un slogan de rue, elle devient un paysage, une route, une présence visible à l'horizon. Loin de la mer, Ibrahim Traoré regarde ces images à la télévision d'État. Son visage resterait impassible, mais ses yeux laisseraient passer une fatigue douce, celle de l'homme qui voit une idée prendre corps. Ce qu'il a semé au cœur du Sahel, la conviction que la dignité peut devenir système, aurait atteint l'océan. Et cette propagation, plus que la puissance brute, est présentée comme la victoire réelle, transformer une émotion collective en continuité. Le métal ne brille pas seulement au soleil, il brille d'une fois partagé. Et c'est peut-être ici que tout se résume. La souveraineté se prouve en avançant. La source se termine sur une idée qui dépasse les frontières. Entre le Sahel et l'Arctique, entre des peuples de sable et des peuples de glace, un même souffle réclame le droit d'exister autrement. La mer, longtemps symbole de distance, devient un espace de convergence où la coopération peut être une forme de résistance. Et dans cette convergence, la souveraineté n'est pas présentée comme un trophée final, mais comme une responsabilité à porter. Ibrahim Traoré n'est pas décrit comme un messie, mais comme un témoin d'un basculement qui oblige chacun à choisir sa posture. Si l'océan cesse d'appartenir à un seul maître, il n'appartiendra à personne tant que les acteurs n'y projettent pas une discipline commune. Le récit laisse alors une question ouverte, presque calme, mais lourde. Quelle part du monde mérite d'être protégée ensemble, et par quels moyens ? Et si cela vous a été utile, vous pouvez réagir simplement en disant non pour applaudir un camp, mais pour décrire ce qu'il considère comme une souveraineté juste, durable et mesurable.